صباح الخير جميعا. السلام عليكم. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers invités venant de pays étrangers, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Suisse, de la Roumanie. Merci pour votre présence, vous êtes les bienvenus. Alors, j'ai eu l'immense plaisir et le grand honneur de présenter cette conférence inaugurale sur un thème qui est global, qui concerne le système international et qui, j'espère, sera une bonne ouverture pour les travaux de ce colloque, de ce congrès, que je souhaite être enrichissant et fructueux. Alors, nous, dans le monde académique, on est un peu déchirés entre l'optimisme et le pessimisme, entre ce qui est normatif et ce qui est de l'ordre de la réalité géopolitique. Notre rôle principal, c'est de décrire la réalité, de comprendre les rapports de force, de comprendre les concepts et les discours qui parfois essaient de masquer une certaine réalité. Et donc, quand on fait une analyse du système international, il ne s'agit pas de vœux ou de souhaits. Donc les vœux et les souhaits ne changent rien. La réalité telle qu'elle est, avec son meilleur et son pire, mais malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est plutôt le pire, avec toutes les guerres, les conflits, les crises, un moment de basculement. Le système international, évidemment, c'est la variable globale, indépendante, qui influence énormément de variables, notamment les deux variables qui font l'objet de ce congrès, la paix et le développement. Alors la paix et le développement sont deux concepts qu'il faut d'abord élucider avant de passer au système international, parce qu'on en parle beaucoup, mais il s'agit surtout de valeurs normatives, d'objectifs, et puis leur définition peut varier d'une conception à l'autre. Alors qu'est-ce que la paix quand on habite à l'hémisphère occidental, et qu'est-ce que la paix quand on est à l'hémisphère sud, au sud global? La paix, évidemment, n'est pas uniquement l'absence de conflit. Surtout, comme l'a bien précisé Monsieur le Président, la dignité humaine. La paix, ça se construit. La paix devrait être durable. La paix devrait reposer sur des piliers solides, notamment parmi ces piliers solides, le développement. Et puis, qu'est-ce que le développement? Qu'est-ce que le développement? Le développement n'est pas uniquement la croissance, parce que dans les discours des institutions économiques internationales, on ne cesse de répéter qu'il faudrait plus de croissance. Le FMI, la Banque mondiale, ils n'arrêtent pas de calculer les chiffres de croissance comme étant du Graal et comme étant une vérité absolue. Alors que le développement, quelque chose qui est beaucoup plus profond. Il s'agit évidemment du développement humain, du développement des compétences, et puis un développement des énergies, développement de la résilience. Et dans le Sud, il y a également un besoin de souveraineté affirmée, parce que le développement et la paix se sont sincères, et sincères dans des rapports de force au niveau mondial. Notamment un rapport de force entre les puissances, où
disons, les grands acteurs politiques et économiques de ce monde et qui ont élaboré l'architecture de la puissance, notamment la finance, à travers la technologie, à travers, évidemment, le système multilatéral, Nations Unies, OMC et tout ça. Donc ça fait partie, tout ça, ça fait partie d'une architecture globale dans laquelle s'insèrent des rapports de force et dans lequel le Sud est malheureusement, et le Sud global, on cherche quand même ça, son empreinte. Il y a des grandes puissances qui font partie de ce Sud-là, qui essaient quand même de faire un équilibre dans ce rapport de force. Je pense notamment à la Chine et à la Russie, mais pas que. Concernant le système international, alors, justement, le système international est composé d'unités, d'acteurs. Et c'est en fait la résultante de l'interaction entre ces acteurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mots, de changement, de mutation du système international, mais la vérité, c'est qu'on est toujours dans le même système westphalien, le même système qui est né lors du XVIIe siècle avec l'Empire britannique, avec la mise en place des grandes banques centrales, avec la mise en place également de la Compagnie des Indes, tout le système là basé sur la finance, sur l'économie et sur, bien sûr, des États-nations qui disposent en principe de la souveraineté, mais qui n'ont pas les mêmes leviers pour exercer leur souveraineté, un exercice positif, un exercice qui est global et total. Donc, ce système-là est toujours là. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont des secousses, ce sont des turbulences très fortes qui touchent le système. Et lorsque le système international passe par les turbulences, par des moments de crise, de guerre, ce que vous avez remarqué, c'est que le dernier, depuis on va dire la fin de la guerre froide, avec les guerres, les invasions, que ce soit en Irak, en Afghanistan et dans d'autres pays, et ça continue aujourd'hui. Toutes ces guerres, c'est bien sûr la crise Covid-19, aujourd'hui les guerres en Russie, en Ukraine, entre la Russie et le bloc de l'OTAN, et aujourd'hui la guerre au Moyen-Orient entre les États-Unis, Israël et contre l'Iran. Voilà. Donc, ce qu'on constate, donc, mon intervention va se focaliser sur les répercussions de ces mutations du système international sur la paix et le développement. Alors, est-ce qu'il s'agit de menaces chroniques ou alors il s'agit de turbulences qui vont accoucher d'un nouveau système qui peut-être sera porteur d'éléments positifs et prometteurs pour la paix et le développement. Alors, je vais commencer par l'hégémonie américaine aujourd'hui, qui a commencé dans ce moment unipolaire qui a commencé après la fin de la guerre froide et qui a traversé une certaine période d'affirmation de l'hégémonie, mais cette hégémonie n'était pas porteuse de stabilité pour le système international, n'a été pas porteuse d'une sorte de cohésion et d'entente sur des règles au niveau de la société internationale entre guillemets. Et ce qu'on constate aujourd'hui, et beaucoup d'analystes disent et le constatent, c'est qu'on vit une époque du déclin d'un système, d'un modèle qui était basé sur l'hégémonie américaine. Certains parlent de la fin de l'Empire
américain. Et puis, ce qu'on constate également, et ça depuis les années 80-90 avec la mondialisation, qu'il y a une financiarisation excessive, surfinanciarisation de l'économie, ce qui conduit à une certaine déconnexion entre l'économie réelle, entre la production réelle des biens, des marchandises et bien sûr le monde financier, le monde de la capitalisation financière, le grand capital transnational qui aujourd'hui investit dans les marchés, investit dans les fonds souverains, investit dans l'élection, qui produit beaucoup d'inégalités, hein, produit beaucoup d'inégalités, beaucoup de chômage, et qui conduit à une certaine crise permanente. Les crises sont toujours là et sont en train de nous guetter partout. Je pense à la crise de 2008-2009, à la crise qui aujourd'hui, suite à la guerre, donc il y a un environnement, un climat de crise perpétuelle. Et on sait très bien que la financiarisation, il repose justement sur ce modèle de crise, sur ce modèle de destruction de la valeur et restructuration. Et donc les économistes savent très bien les cycles de destruction, de restructuration qui sont inhérentes au système dans lequel on vit, ce système capitaliste. Voilà. Et puis cela produit un certain déclin des sociétés. Le déclin des sociétés, notamment au niveau de la montée du chômage, la montée des inégalités, il y a une chute des revenus, du niveau de vie, du pouvoir d'achat. Il y a également un déclin démographique qu'on constate un peu partout, sauf en Afrique subsaharienne. Il y a aussi beaucoup de, on va dire, de points qui suscitent certaines questions concernant le devenir de nos sociétés. Il y a également énormément aujourd'hui de conflits et de guerres autour des ressources, notamment deux ressources fondamentales qui sont l'énergie et l'eau. On rajoute également l'alimentation parce que l'énergie, l'eau et l'alimentation, donc les produits agricoles, sont intimement liés. Notamment dans le contexte actuel, lorsqu'on constate que l'augmentation des prix des hydrocarbures influence énormément sur toute la chaîne de valeur, sur les prix, par exemple, des engrais, sur les prix des produits agricoles, etc. Et donc, c'est l'une des marqueurs de ce basculement aujourd'hui dans le système international. Également, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une logique de jouer dans les relations internationales, le jeu à somme nulle. La stratégie à somme nulle, ça veut dire que les États, ils poursuivent une maximisation de leurs intérêts respectifs au détriment de l'intérêt commun ou de l'intérêt on va dire, de la communauté internationale, entre guillemets. Ceci est dû à ce qu'on appelle aujourd'hui l'hubris, qui est un mot grec qui se réfère à une sorte de domination, de politique internationale qui vise la domination, qui vise l'humiliation. Et l'hubris vient du grec, c'était un crime dans la Grèce antique, c'est le fait d'exercer une domination pour humilier l'autre. Ce qu'on constate aujourd'hui, cette hubris, donc cette tendance à augmenter les dépenses militaires, à se projeter dans une sorte de géopolitique des espaces, des grands espaces, justement, la géopolitique des grands espaces, notamment avec les États-Unis qui se projettent dans l'hémisphère nord, à travers le Canada, à travers aussi l'Amérique latine, le contrôle annoncé par le président américain du Groenland. Donc, c'est une géopolitique des grands espaces qui, du côté américain, bien sûr, mais aussi du côté d'autres pays, mais à titre de réaction, parce que la Chine également
il est visé par un certain étranglement de son économie parce que la Chine repose énormément sur les hydrocarbures et donc il y a une volonté d'étrangler sur le plan économique la Chine, mais également d'encercler la Russie qui est décrite dans la géopolitique, dans les écrits du géopolitologue britannique Mackinder comme l'état pivot, donc comme le heartland, c'est le centre du monde, c'est le cœur de la Terre, et donc c'est une volonté d'encercler la Russie à travers justement ce heartland, en fait les frontières sud du heartland, qui sont bien sûr l'Afghanistan, l'Iran et puis le Golfe. Donc là, pour comprendre comment ça joue aujourd'hui la géopolitique mondiale, c'est une géopolitique des grands espaces pour étrangler les adversaires, pour étrangler les ennemis. Il y a également ce qu'on constate que tous ces changements, ils mènent à une augmentation de la militarisation. C'est-à-dire que les dépenses militaires sont en train de connaître depuis quelques années une augmentation exponentielle, c'est des chiffres à 100%. Par exemple, le budget américain de 600 milliards de dollars à 1100 milliards de dollars. Pour tous les pays, c'est la même chose. Donc il y a une augmentation des budgets militaires jamais sans précédent. Ce qui conduit bien sûr à un climat de guerre permanente. On sent qu'il y a un climat de guerre et que tous les États pourraient un jour ou un autre connaître, rentrer et subir, soit bien sûr provoquer la guerre ou subir la guerre. Je pense justement à des pays qui sont dans la guerre aujourd'hui, la Russie, l'Ukraine et puis d'autres les pays européens, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que au niveau de l'Union européenne, il y a une sorte de voix qui s'élève pour faire face à la Russie à l'horizon 2028-2029. Il y a également au niveau des pays de l'Asie, le Japon, l'Inde aussi, qui pouvaient être impliqués dans une sorte de guerre pour justement contrer la domination ou on va dire les projets, les stratégies chinoises dans la région. Et puis on constate également une sorte il y a une certaine irrationalité qui fait irruption dans le domaine des relations internationales. Nous, on est habitués, en tant que professeur de relations internationales, d'enseigner aux étudiants que l'État est rationnel. C'est-à-dire l'État, il agit selon la variable de l'équation coût-bénéfice. Donc c'est la rationalité qui dicte la conduite des États. Mais malheureusement, à travers les guerres aujourd'hui, à travers les crises, on constate qu'il y a une émergence d'une certaine irrationalité qui va un peu faire un peu de brouillard, qui va désaligner la matrice des relations internationales. Et ça, vraiment, c'est pas de bon augure pour le devenir du système international. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est la réalité. Et on le voit justement on le voit dans les guerres actuelles qui sont vraiment, on cherche à trouver une certaine rationalité stratégique, on cherche à trouver est-ce que les acteurs poursuivent une guerre pour des intérêts bien réels, pour des objectifs. Ouais. Excusez-moi. Il y a justement l'irrationalité d'un des, on va dire, un des points qui montre cette rationalité aujourd'hui dans la guerre, c'est que aujourd'hui les populations civiles sont de plus en plus ciblées. Ça, c'est une irrationalité qui aujourd'hui de plus en plus visible. Il y a de plus en plus de violations répétées et systématiques du droit de la guerre, le droit international humanitaire. Et ça démontre qu'on est dans une période où les États agissent selon un schéma irrationnel.
parce qu'on ne voit pas ce qui se cache derrière le fait de mener une guerre totale. La guerre totale, c'est vrai, normalement, à l'ère moderne, on a fini avec la guerre totale. On a fini avec la guerre totale. La guerre totale, c'est détruire tout. Ça, mais aujourd'hui, on voit les prémices, voilà, les prémices d'un retour de la guerre totale. Et avec la guerre totale, il y a aussi le choc ou le conflit civilisationnel. D'ailleurs, Nadim Jalal et Samuel Huntington, ils ont parlé de choc, de clash des civilisations. Et aujourd'hui, on constate justement que les guerres, ils ont une forte connotation civilisationnelle, parce qu'on a l'impression de choc culturel, de choc civilisationnel, finalement, ça crée une sorte de dévoilement. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, dans le droit international, c'est juridique, d'enseigner aux étudiants le droit international, c'est magnifique, il n'y a pas de double standard, etc., etc. Mais la réalité, c'est qu'on constate que aussi vite que les intérêts des plus puissants se menaçaient, c'est fini avec le droit international. Il y a une nouvelle rhétorique qui se met en place, il y a des doubles standards, et donc ça crée beaucoup d'ambivalence, ça crée beaucoup, je veux dire, de dévoilement. C'est-à-dire, dévoilement, c'est comme si on était dans une caverne. Je vais faire référence à la métaphore de la caverne de Platon. C'est quand on sort dans la lumière, on voit la réalité qu'il est. Donc tous ces idéaux, ces principes, ces valeurs du droit qui sont justement une création, on va dire, du Lumière qui sont l'Europe, c'est l'Occident. Puis on constate que tout ça, c'est sujet à double standard. Et puis, un dernier élément concernant les grandes mutations et mutations du système international, c'est qu'aujourd'hui, la Chine et la Russie, ils demandent, ils réclament leur place autour de la table. C'est-à-dire que la table était quand même, depuis la création de la Banque centrale britannique, la table était réservée, on va dire, aux grands acteurs financiers, politiques de l'Occident. C'est un fait. Alors, de puissances émergentes, ils veulent leur place sur la table. Ils veulent soit on a notre siège sur la table, soit on va changer le système entier. Donc voilà où on en est. Très bien. Donc là, je passe au deuxième axe de communication qui concerne les répercussions justement de tous ces changements, ces mutations sur la paix et le développement. Alors, évidemment, l'hégémonisme américain et, on va dire, certains prémices de son déclin est source d'instabilité dans le monde. C'est-à-dire que les États sont aujourd'hui dos au mur. Dos au mur, c'est-à-dire qu'ils peuvent être impliqués dans une guerre d'un moment à l'autre. Je pense notamment aux pays, d'ailleurs, ça s'est vérifié. Les pays, par exemple, pays comme l'Iran et les pays du Golfe, c'est-à-dire ils n'avaient rien demandé, ils sont impliqués aujourd'hui dans une guerre qu'ils ne voulaient pas. Et puis également des pays comme le Japon, demain comme le Japon, la Russie également, elle est impliquée dans cette guerre, l'Ukraine également, parce que ce n'est pas la guerre de l'Ukraine, ce n'est pas la guerre de la Russie, c'est une guerre qui les dépasse. Également le Japon, il pourrait être impliqué demain avec l'Inde dans une guerre contre la Chine ou contre la Corée du Nord. Donc c'est dans cette géopolitique des grands espaces qui est vraiment porteuse d'énormément de risques et de possibilités de conflits. Et puis, ce qu'on constate également, c'est qu'il y a une régression de la diplomatie. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est très regrettable, que la diplomatie, on enseigne également aux étudiants que la diplomatie, ça sert à résoudre les conflits d'une manière pacifique. Et que finalement, on peut tout résoudre grâce à la diplomatie. On constate aujourd'hui que la diplomatie elle-même est devenue militarisée
C'est-à-dire on va frapper, on va exercer un rapport de force et puis on va passer à la négociation. On a constaté pendant cette guerre contre l'Iran, c'est que la guerre a commencé en pleine négociation. C'est-à-dire que les négociations étaient à Genève, il y avait le 28 février, la guerre a commencé, et le même jour, le ministre omanais des Affaires étrangères, il a été surpris, il dit, notez, on était sur le point d'arriver à un accord. Et donc, ça prouve que justement, la diplomatie, finalement, ça sert justement à faire diversion. La même chose, juste pour corroborer mon propos, la même chose s'est passée dans la guerre contre la Russie, l'Ukraine. Il y avait les accords de Minsk, mais les accords de Minsk n'étaient pas respectés. Il y avait des négociations, mais finalement, on se rappelle de ce qu'a dit le président français et aussi la chancelière de l'époque. C'était pour gagner du temps. La diplomatie, c'était pour gagner du temps. C'est documenté, c'est pas, j'invente rien, c'est documenté. C'était pour gagner du temps. Donc la diplomatie pour gagner du temps. La diplomatie, c'est plus pour résoudre des conflits. La diplomatie, c'est pour gagner du temps et c'est pour justement imposer un certain rapport de force au moment des négociations. Bien. Également, ce qu'on constate, parmi les répercussions, c'est que il y a, bien sûr, d'un côté, il y a le vieillissement des populations, il y a un certain déclin démographique, mais en même temps, il y a une certaine idéologie, on va dire, de l'immigrationnisme, c'est-à-dire l'encouragement de l'immigration est évidemment considéré comme la réponse à tout, et considéré comme, c'est-à-dire que les sociétés qui sont en déclin vont avoir besoin de main-d'œuvre de l'étranger, des pays du Sud, et que l'immigration va être la solution. Et donc, c'est une sorte d'idéologie d'immigration qui, finalement, il profite à qui? Il profite au grand capital qui va trouver là dans cette main-d'œuvre, et c'est une main-d'œuvre exploitée avec des salaires bas, et puis ça va créer une pression salariale. La pression salariale, c'est-à-dire tirer les salaires vers le bas. Et ça, c'est vraiment, ça touche les revenus, ça touche les revenus, ça touche la paix sociale dans les pays. Et puis ça constitue également, lorsque il y a un fort immigrationnisme, ça peut constituer un terreau fertile à des confrontations, à des chocs, et puis à une sorte d'instabilité chronique dans les sociétés. Justement, tous ces éléments-là, ils impactent les objectifs du développement des Nations Unies, parce que justement, les Nations Unies, en tant qu'institution multilatérale, il a donc, en 2015, il a mis en place des objectifs de développement durable. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le dernier rapport 2024, 83% des objectifs de développement durable sont soit en régression, soit en stagnation. Mais plutôt en régression, parce que dire en stagnation, il faut prendre la variable de l'inflation. Parce que si en stagnation avec l'inflation, c'est la régression. Et puis, parmi les répercussions, qu'aujourd'hui, le système financier international, notamment le FMI, la Banque mondiale, et puis les banques centrales, ils sont dans une logique, dans un discours en fait, d'évaluer, de mesurer le développement selon des variables qualitatives, selon le chiffre, selon des variables quantitatives. Donc, on oublie et on néglige les variables les plus importantes dans le développement, qui sont des variables liées à la dignité humaine, liées aux compétences des individus, sont des variables qui sont qualitatives. Et puis, autre élément à souligner, qu'aujourd'hui, on est aussi dans un climat de guerre économique. C'est-à-dire, vous vous rappelez, lorsque en 2017, avec l'avènement du président Trump en tant que président des États-Unis, il a lancé une guerre économique contre aussi bien la Chine que l'Europe, que d'autres pays. Donc
finance la guerre économique à travers l'augmentation des droits de douane, à travers les obstacles non douaniers, on est dans une logique de rétorsion. C'est-à-dire que ça va provoquer, certainement, ça va provoquer des rétorsions, c'est-à-dire un protectionnisme, et on va rentrer ce qu'on appelle un effet domino. Un effet domino, et bien sûr le protectionnisme, ça réduit bien sûr le PIB mondial, ça réduit également l'accès de plusieurs pays à des ressources vitales. Je pense notamment, par exemple, aux engrais, je pense aux hydrocarbures, je pense à certains intrants très nécessaires dans les industries aujourd'hui dans plusieurs pays. Et donc, ça aussi, ça va avoir des effets négatifs sur la paix et le développement. Autre répercussion liée aux ressources justement vitales, les ressources vitales, je pense justement à l'eau. Aujourd'hui, il y a des conflits émergents liés à l'eau. On pense justement au conflit dans le bassin du Nil, on pense au conflit dans le Cachemire, entre l'Inde et le Pakistan, on pense à des conflits aussi au Moyen-Orient, au niveau de Tigre et de l'Euphrate, on pense même dans notre région à des prémices de tension, on va dire, entre le Maroc et l'Algérie, à propos de certains barrages dans l'est du Maroc, et puis bien sûr, l'alimentation, les produits agricoles. Vous savez très bien que la majorité, on va dire, la majorité des pays du Sud sont dépendants pour leur sécurité alimentaire de l'extérieur. Et notamment aussi, ils sont dépendants au niveau de leur agriculture des engrais. Les engrais sont une denrée vitale. On parle beaucoup d'hydrocarbures, mais ce qui est plus important que les hydrocarbures, c'est plus les engrais, parce que ça concerne l'alimentation, ça concerne la sécurité alimentaire. Et quand il n'y a pas de sécurité alimentaire, donc il y a des risques de famine, de sous-alimentation. Et aujourd'hui, avec les guerres, avec aussi l'instabilité des routes maritimes, je pense au détroit d'Ormuz, qui est une forte turbulence au niveau du détroit. Et puis, vous savez que c'est comme la boîte de Pandore, lorsqu'on commence des guerres, quand on commence une sorte d'instabilité, ça risque de se propager. Donc on parle aussi du canal, aussi qui sont menacés, comme Bab el-Mandeb, qui est dans la mer Rouge, comme le canal de Malacca, qui est en Indo-Pacifique. Donc les routes maritimes, puisque le commerce mondial passe à 80% des routes maritimes, donc les routes maritimes, c'est le poumon de l'économie mondiale. C'est que s'il y a un blocage d'une stabilité au niveau des routes maritimes, il pourrait y avoir de graves conséquences au niveau de l'accès aux ressources, notamment les ressources énergétiques et les ressources au niveau alimentaire. Oui, bien sûr. Moi, le timing que j'ai eu, c'est 1 heure. Alors, c'est pas 1 heure, je vais faire une demi-heure. Parce que 1 heure pour moi, c'est exagéré. Je ne vais pas vous assommer quand même 1 heure. J'ai passé combien de temps déjà? Oui, donc justement, ça tombe bien parce que j'ai prévu 45 minutes et je vais terminer. Alors, je vais lire ma conclusion. Non. Les mutations du système international sont porteurs d'instabilité, de menaces pour la paix et le développement. Mais elles peuvent, à terme, à moyen terme, à long terme, accoucher de nouvelles perspectives prometteuses dans le cadre d'un système international multipolaire. Ça, c'est mon hypothèse. Un système international multipolaire. Les sociétés et les États qui seraient les vainqueurs de demain, malheureusement, on reste toujours dans la géopolitique. Il y aura toujours des vainqueurs et des perdants. On n'est pas dans un monde d'anges, de nounours, on est dans un monde qui est réel, qui est dur quand même. Donc, il y aura toujours des sociétés qui vont vaincre. Donc, ces sociétés-là, ces États, c'est ceux qui vont témoigner de plus de vitalité, de libération d'énergie, de cohésion et de résilience. Ce monde
de résilience. Dans le monde qui se dessine, la paix et le développement ne sont pas des normes à tracer, ou des trajectoires à suivre, ou des chiffres à courir derrière. Dans un schéma de tutelle ou de vassalisation, par exemple l'aide au développement. Qu'est-ce que l'aide au développement? L'aide au développement, c'est un schéma de tutelle. Et ça contraint les sociétés, ça entrave leur libération d'énergie. Mais il s'agit d'une situation où les énergies sont libérées, les trajectoires souverainement pensées, suivant les valeurs et les spécificités propres à chaque société, et où justement ces sociétés seraient plus unies, cohésives et plus résilientes. Le monde de demain serait propice à la paix et au développement, mais à condition que les sociétés, les États, notamment du Sud, s'émancipent du discours normativiste d'assistance occidentalo-centrée sur une voie unique de modernisation importée et prédéfinie. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, professeur Reda Fillah, pour cette contribution très fructueuse. Je vous invite, chers intervenants, participants et professeurs, à une pause.